wealth. If you didn't know it, now I guess you do. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to this day's edition of Health Updates on the African television Vision 4. We are pleased, like every other weekend, to have you glued to listen to what we are going to talk about. Today we're talking about a very particular topic. It is very sensitive, and this is the impact of sexual abuse and harassment on minors. This topic comes at a time when the number of adolescents and young people suffering from sexual abuse and harassment is growing at an unprecedented level. That is why we decided to talk about this topic, talking about how to recognize the symptoms of a child who has been abused or who is sexually harassed, and how parents, guardians, medical doctors can help to restore their self-confidence to avoid things like suicide. And to talk about this, we will be accompanied by a medical doctor who has decided to take this as a battle line. He has decided to talk about this topic and to educate parents and the world at large on the need to bring these children closer. He is Dr. Dimba Bello, but we will only be meeting him right after this transition. Estelle Rosie Aye, à 40 ans, affronte la tempête de ces dernières 8 années marquée par la souffrance. Porteuse du gène HBS, son fils Nathan Eba en a hérité, devenant drépanocytaire. C'est quelqu'un qui est encore ignorant de ce qu'il porte en lui, honnêtement. Il joue comme tous les enfants, il rit comme tous les enfants, il va à l'école normalement, mais ce sont ces moments de crise répétitive. Elle livre ici un témoignage poignant du quotidien douloureux de Nathan Ebar, où chaque jour est une bataille contre la maladie. Toujours inquiète, vous voyez la fréquence avec laquelle il décède. Donc à chaque crise, on ne sait pas quelle est la crise qui va l'emporter. Donc du coup, à chaque crise, aussi minime qu'elle soit, je suis inquiète. La drépanocytose, une maladie sanguine dégénérative des globules rouges, touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. Pour Estelle, cette maladie exige beaucoup de moyens, tant humains que financiers, une réalité dure à surmonter seule. Avec la drépanocytose, on ne peut pas construire. On ne peut pas. Si on a 100 francs, on le met à bon escient uniquement pour les médicaments de l'enfant. On ne peut pas avoir un avenir certain aussi fortement qu'on ait des milliards. Dépassée à force de voir son fils souffrir, elle a sombré dans la culpabilité vis-à-vis de la maladie de son fils. Je n'avais pas pensé du tout, je vous assure. Et du coup, quand il est malade, voilà pourquoi moi je suis plus malade que lui, parce que je culpabilise au quotidien. Quand il me regarde avec ses yeux, je me dis toujours qu'au fond de lui, il me reproche quelque chose. Il y aura la lumière. Elle trouve force et consolation dans sa deuxième famille, au ministère des Affaires sociales de Yaoundé 5e, où elle est en service. Mais toutefois, comme tous autres collègues, c'est un fait déjà banal parce que nous sommes dans un milieu social et nous savons qu'un enfant drépanocytaire, c'est un enfant qui est généralement pris en compte dans le cadre des enfants à problème du ministère des Affaires sociales. Donc il n'y a pas un problème de stigmatisation, elle vit le quotidien comme n'importe quel collègue. Tous les jours, nous lui demandons comment va Nathan, est-ce qu'il va bien. Nous nous rassurons qu'il va bien. Nous ne pouvons pas nous déterminer comme des collègues, mais comme des sœurs, et nous pouvons lui apporter tout le soutien psychologique, tout le réconfort dont elle a besoin lorsque l'enfant a la crise. Nous l'envoyons des messages vraiment, des messages forts. Courage, ça va aller, prends soin de Nathan. En dépit des crises répétées, Estelle continue de se battre et appelle à la vigilance. Elle encourage chacun à faire le test d'électrophorèse, crucial pour éviter le pire et prévenir la transmission de cette maladie génétique.
Si j'ai un conseil à donner, c'est à toutes mes jeunes sœurs qui veulent faire des enfants. Je ne sais pas si je pourrais même les conseiller de laisser tous les autres examens sans être fait, mais de faire l'électrophorèse. Parce que je me dis que si les femmes font leur électrophorèse, on pourra éradiquer la drépanocytose. Chaque 19 juin, la journée mondiale de la drépanocytose est une occasion de sensibilisation et de mise en lumière de cette condition méconnue mais largement répandue. Pour Estelle, c'est une journée d'espoir, une journée pour rappeler l'importance de la lutte contre cette maladie. Elle continue d'envelopper son coq, le petit Nathan et bas, de tendres baisers, nourrissant l'espoir tenace qu'un jour, ce cauchemar prendra fin. Welcome back, ladies and gentlemen. As I told you at the very beginning of this program today, we are talking about mental health, or how sexual abuse and harassment can affect the mental health of minors, sometimes leading to suicide. And I told you that we will be receiving a medical doctor in the person of Dr. Dimba Bello, with whom we will try to expound on this topic. He has taken the case personal, and he has decided to school parents, but also the community at large, on the reasons or how to walk through this period in a minor's life. Doctor, good morning and welcome to our set. Good morning. How are you doing? I'm good, thank you very much. Very well. So let's dive straight into the subject matter without much ado. C'est quoi la santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est cet aspect psychique qui nous permet d'exprimer notre bien-être et de pouvoir libérer son potentiel tout en étant productif dans la société. So why did you decide to get interested in mental health, and why for minors in particular? Alors, la définition de la santé d'après l'OMS, c'est le bien-être physique, mental et social. Mais nous nous rendons compte qu'en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, la santé mentale est vraiment mise en examen. Alors, pour cela, j'ai décidé... Go ahead. We will cut. Okay. Alors, pour cela, j'ai décidé de prendre cela à cœur, étant donné que la plupart des aspects mentaux ne sont pas pris en charge. Si vous n'êtes pas malade physiquement, alors on ne considère pas que vous êtes malade en Afrique. Donc, avec cela, nous nous sommes rendus compte qu'il faut impérativement mettre une main dessus. D'accord. Est-ce que les chiffres sont alarmants? Est-ce qu'il y a des chiffres au Cameroun qui dépassent la normale des enfants qui sont sexuellement abusés ou alors harcelés? Alors, en 2023, on note un chiffre très élevé d'environ 10 000 enfants qui souffrent d'harcèlement et qui sont victimes des abus sexuels. Et dites-vous que ces chiffres-là, pour la plupart, ne sont pas vraiment révélateurs, vu que beaucoup n'ont pas accès à la parole, beaucoup n'ont pas la capacité de pouvoir parler, de briser ce silence-là. D'expérience, quels sont les premiers signes d'abus psychologique chez un enfant? Alors, lorsqu'on parle d'abus psychologique chez un enfant, vous allez avoir des enfants qui, de base, étaient très joyeux, très expressifs, mais subitement se renferment vers eux-mêmes. Des enfants qui, lorsqu'ils sont entourés d'un adulte particulier, commencent à être frustrés, ne veulent plutôt rester à côté des personnes. Et même ceux qui sont très alarmés lorsqu'on les touche. C'est-à-dire, lorsque vous touchez l'enfant, vous allez voir, il va commencer à sursauter, toujours en mode effrayé en fait. Et si vous avez un enfant qui, à la base, est très calme, comment est-ce que vous faites pour détecter les premiers signes d'abus? Alors, pour détecter les premiers signes d'abus chez un enfant très calme, il va falloir observer la façon dont il parle. Est-ce que son langage a changé? Est-ce qu'il a commencé à dire des phrases qu'il n'avait pas l'habitude de dire? Est-ce qu'il a l'habitude de parler plus ou moins du sexe comparé à avant? Ce sont des petits détails qu'il faudrait prendre en compte en tant que parent. Existe-t-il une différence entre la manière dont un enfant masculin abusé se comporte et la manière qu'un enfant féminin se comporte? Alors, bien évidemment qu'il y aura des différences. La femme, étant plus émotionnelle, aura tendance à pouvoir mieux parler de ces sentiments-là, à pouvoir mieux décrire cela à leurs parents, comparé à l'homme qui va se sentir offusqué
vu que c'est un acte qui va se sentir dévalorisé en fait. Et cet homme n'aura pas tendance à parler. L'enfant garçon ne parle pas beaucoup, il va devenir colérique, comparé à cette fille qui va pouvoir devenir un peu plus sensible à la chose et plus expressif la plupart du temps. À ce jour, combien de cas d'enfants abusés avez-vous déjà rencontrés et comment avez-vous réagi au premier cas? Alors là, nous sommes dans l'optique de créer justement cette association qui est là pour toi, qui accompagne ces jeunes et ces enfants. Mais nous commençons à peine, nous avons la première campagne de sensibilisation qui a été faite il y a cela 2 semaines. Et nous accueillons nos premiers cas il y a de cela quelques jours. Là, nous sommes à la phase de discuter avec les parents pour savoir si les enfants seront pris en charge. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être pris en charge, ce n'est pas tout le monde qui veut être pris en charge. Alors les accompagnements, que ce soit psychologiques ou juridiques, sont différents par rapport aux enfants. En tant que médecin, pourquoi est-il difficile pour un enfant qui a été victime d'abus de s'exprimer, de parler? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Merci. Cette question elle est très pertinente. Vu le contexte dans lequel nous sommes, il y a ce sujet tabou. L'enfant ne parle pas du sexe avec le parent. L'enfant n'a pas le droit de venir parler de X ou Y avec son parent parce qu'il aura peur, il se sentira frustré. Nous les parents, on n'habitue pas souvent nos enfants à être ouverts. Effectivement. Oui. Ce qui fera donc que l'enfant il va se renfermer sur lui-même et il va garder tout cela. Aussi, beaucoup d'enfants n'aimeraient pas être la cause d'un effondrement familial, de dire que c'est tonton tel qui a fait ci sur moi et causer des conflits dans la famille. C'est très récurrent. Ces enfants qui gardent le silence parce qu'ils n'aimeraient pas être vus comme celui qui a causé le déséquilibre de la famille. Aussi, il y a l'aspect qui est orienté vers le fait que le violeur ou alors celui qui porte l'acte va être toujours réconforter l'enfant, lui faire comprendre que ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu n'as pas besoin de parler de ça aux autres. Ça reste entre nous. Et il établit alors cela, dans ce contexte-là, une sorte de secret avec l'enfant et l'enfant obligé de garder le silence. D'accord. Qu'est-ce que les parents ou alors les proches, ou comment peuvent-ils faire pour encourager ces enfants-là à parler sans crainte? Alors, pour encourager les enfants à parler sans crainte, il est important d'établir un lien de confiance solide avec les enfants. Savoir écouter ses enfants dès la base. Savoir demander à l'enfant de vous raconter constamment comment était la journée. Quand l'enfant rentre de l'école, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Tu as parlé avec qui? Tu as parlé de quoi? Lorsque vous voyagez, vous rentrez à la maison, vous demandez à l'enfant comment c'était, qu'est-ce qui était à la maison, tu as fait quoi avec tonton, tu as fait quoi avec tata. Et l'enfant pourra vous parler. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que s'il y a des actes qui se sont passés, même s'il ne le dira pas de manière claire, il vous envoyera des petits signaux. Des signaux. Excusez-moi de demander, avez-vous déjà été victime d'abus sexuels ou alors d'harcèlement étant plus jeune? Ou alors est-ce que quelqu'un dans vos alentours a déjà été victime d'abus sexuels? Alors personnellement, non. Malheureusement ou heureusement. 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 Mais je connais beaucoup de personnes. Oui, parce que quand un sujet vous porte à cœur, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a été victime et puis vous avez dit for justice to be served, I need to get into this battle. Yeah, exactly. So, qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vouloir entrer dans cette bataille-là? Alors concrètement, vouloir entrer dans cette bataille, ça révèle du personnel, on va dire, vous voyez. Et lorsque vous avez votre sœur ou votre cousine qui rentre dans une phase de dépression jusqu'à commencer à se mutiler, vous le voyez constamment, ça vous pousse vraiment à vouloir briser ce silence-là, à vouloir mettre cela en avant pour que ces gens obtiennent la justice dont ils ont besoin. Au vu de ce que vous avez observé pendant ces dernières années ou alors depuis que vous avez commencé la sensibilisation, quelles sont les erreurs les plus communes que les parents ou alors même des tantes, des médecins ou même des enseignants commettent quand les enfants viennent se confier à eux? Déjà, il faut noter que... la confiance des enfants. Merci. Il faut noter que la victime n'a jamais tort. Mais ce qui est fait en Afrique, c'est lorsque l'enfant va venir vers vous ou va venir vers un aîné pour parler de ce problème, on va lui demander, tu étais habillé comment? Tu faisais quoi là-bas la nuit? Pourquoi tu étais chez lui? Pourquoi tu faisais X ou Y? Ce qui frustre l'enfant. Qui va commencer à se renfermer. Alors, il ne faut pas avoir des jugements actifs
par rapport, il faut savoir tempérer, comprendre que ce n'est pas la victime le problème, ce n'est jamais la victime le problème. C'est le harceleur, c'est le commanditaire, c'est lui qui est le problème dans la situation. À quel point est-ce qu'un abus peut-il affecter un enfant dans sa vie? Alors, c'est vraiment c'est malheureux parce que les abus peuvent affecter les enfants sur le plan mental et sur le plan physique. Ça peut même mener au suicide. Ça peut même mener au suicide. Justement, il y aura des enfants qui vont développer une sorte de... Chez les garçons, par exemple, vous allez avoir des garçons qui vont développer une sorte d'hyper-masculinisation et ils vont essayer de camoufler cela, cette blessure, ce traumatisme qu'ils ont eu plus jeune. Chez les filles, vous allez avoir des filles qui vont devenir très frivoles pour la plupart, ou alors des filles ou alors des filles qui ne pourront même pas s'exprimer de manière ouverte ou bien dans leur intimité. Elles vont se retrouver à être très reculantes par rapport à la chose. Et sur le plan physique, il y a bien évidemment les grossesses, non désirées, il y a des maladies. Vous allez avoir des jeunes avec des IST très tôt et c'est très contraignant à un certain niveau. Existe-t-il des thérapies spécifiques pour ces jeunes-là? Bien évidemment qu'il y a des thérapies spécifiques pour cela. Mais il faut les détailler. Non, je ne veux pas que vous les détaillez, mais vous nous expliquez au moins comment ça se passe. Donc, bien évidemment qu'il y a des thérapies bien appropriées pour les jeunes, comme pour toute personne et tout âge. Alors, lorsque le jeune viendra à vous, ça dépend de la personne qui le reçoit. Il y a une sorte d'examen mental qui va être fait par rapport à ce jeune. Et de là, on va évaluer les conséquences et les risques qu'il a pu avoir, les dommages qu'on a pu retrouver. Et en vertu de ça, une psychothérapie adéquate sera axée sur tous les aspects. Justement, je voudrais demander comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là à se reconstruire. Est-ce qu'il faut changer de cadre? Est-ce qu'il faut qu'on trouve la victime et qu'on les punisse devant ses enfants? Comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là à se reconstruire? Pour aider ces enfants à se reconstruire, il est très important d'avoir cet accompagnement. Que l'enfant sache qu'il a toujours cette main qui lui est tendue. Retirer l'enfant du cadre de l'agression est aussi important. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où l'enfant il est dans ce cadre-là et c'est peut-être le parent qui le fait. Alors là, comment il faut faire? Là, on retire l'enfant et il y a des centres appropriés pour ça, pour prendre soin de ces enfants et pour les encadrer. Est-ce qu'il y a une responsabilité attribuée dans des écoles pour la responsabilité des écoles dans la protection des enfants contre les abus? Effectivement. Il faudrait comprendre que les enfants passent la majeure partie de leur temps à l'école. Que ce soit un harcèlement ou un abus sexuel, c'est la plupart du temps, c'est dans ce genre de cadre-là qu'ils vont l'avoir. Alors, il est impérial que les enseignants puissent être capables d'accompagner ces enfants et de leur sensibiliser constamment, de leur faire comprendre qu'ils sont là pour les écouter et s'ils ont un souci, ils viennent vers eux. Comment est-ce qu'on peut impliquer donc les communautés, les enseignants, les familles dans le processus de reconstruction de ces enfants-là? Déjà, essayer de briser ce tabou. Essayer de parler, de communiquer plus avec les enfants. Tout tourne autour de la communication. Lorsqu'un enfant se sent compris, il s'exprime facilement. C'est très important à noter. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas posé comme question et que vous voudriez mettre un peu de lumière dessus par rapport à ces mineurs-là? Alors, pour moi, les mineurs sont des âmes assez sensibles, sont nos petits bébés, comme on le dit souvent. Et il est très important de savoir prendre soin de ces enfants parce qu'un harceleur de demain, préalablement, les chiffres sont très élevés, a été une victime aussi. S'ils n'ont pas cet accompagnement très tôt, vous allez avoir des victimes qui se transforment à leur tour en harceleurs aussi. Je m'en voudrais de ne pas poser la question. Si un adulte se sent abusé, il fait comment? Si un adulte se sent abusé, ça dépend de sur quel plan il se sent abusé, mais il peut faire recours physiquement. Il va faire recours à un médecin généraliste ou un psychologue. Et ensuite, il va passer par des examens qui seront préalablement faits. Et il peut aussi engager des procédures juridiques par rapport à cela, suivre le cas et ça dépend de comment il voudrait exploiter la chose. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin? Nous sommes arrivés au terme. Est-ce qu'il y a un mot pour la fin? Alors, pour la fin, j'aimerais juste te dire que nous sommes là pour tous ceux qui auront besoin de cette aide-là. Nous sommes là pour vous aider, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. Alors, brisez le silence et communiquez, parlez.
Votre siège social, c'est à quel niveau? Comment est-ce qu'on peut vous rencontrer? Si quelqu'un se sent abusé, comment est-ce qu'il peut arriver à votre niveau pour pouvoir s'exprimer? Alors, actuellement, je travaille au CMA de Nchinga. Et si un enfant se sent abusé, il y a l'association Là pour toi qui est ouverte à tout le monde, à tous les jeunes. Où est-ce que c'est situé? Nous n'avons pas encore de base physique, mais nous faisons en sorte que d'ici quelques temps, nous pourrons avoir un endroit où les enfants pourront nous rencontrer. Est-ce qu'ils peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux? Effectivement, ils peuvent nous trouver sur Facebook, Instagram, WhatsApp, sur tout. Il y a un numéro même adéquat pour cela qu'ils peuvent contacter. D'accord. Merci beaucoup. Right behind, ladies and gentlemen, meet Valérie Naisomba. She comes back with the health tips for this week. Les reins ont pour rôle d'éliminer les déchets du sang comme l'urée. Mais parfois, ils deviennent moins efficaces. Pour savoir si vos reins sont défaillants, il suffit de jeter un coup d'œil à ces urines si elles sont foncées, donc très concentrées. C'est le signe qui doit vous alerter. Pour éviter l'insuffisance rénale, nous vous proposons quelques méthodes naturelles à adopter. Évitez de vous retenir lors d'une envie d'uriner, car ne pas se soulager lorsque l'envie se présente favorise les calculs rénaux avec un grave risque d'infection du rein. Limitez sa consommation de sel, car manger trop salé favorise certaines formes de calculs rénaux. Évitez par ailleurs de ressaler les repas après cuisson. Limitez la consommation du pain, du fromage et surtout des aliments transformés. Adoptez par contre les épices et les aromates pour rehausser le goût de vos plats. Évitez l'excès de protéines. Pour ce faire, il faut absorber quotidiennement l'équivalent d'1 gramme de protéines par kilogramme. Privilégiez les protéines d'origine végétale plutôt qu'animale. Par exemple, les fruits et les légumes ont l'avantage d'être alcalisants et peuvent être éliminés plus facilement par les reins. Alors que les viandes, les fromages, les œufs et les pâtes alimentaires sont des aliments acidifiants et ne peuvent donc pas être éliminés. Évitez les aliments contenant trop de phosphore, car l'excès de phosphore peut conduire à des dépôts de calcium dans les vaisseaux, les poumons et même le cœur. Évitez l'excès de potassium. Bien qu'indispensable pour le bon fonctionnement du corps humain, l'excès de potassium peut conduire à un dysfonctionnement des reins. Limitez la consommation des haricots rouges ou blancs, de l'avocat, des pommes de terre et des patates douces. Contrôlez votre surcharge pondérale. Le surpoids et l'obésité sont les premières causes d'insuffisance rénale. Il est donc possible de réduire le risque en ayant un régime alimentaire équilibré et en intégrant l'activité physique à votre quotidien et limiter la sédentarité, le tabac et l'alcool. Boire beaucoup d'eau, environ 1 litre par jour. En revanche, la règle étant de boire de petites quantités régulièrement plutôt qu'1 litre en fin de journée, car cette opération est plus physiologique pour le rein. Buvez donc à votre soif. Toutefois, il est toujours indispensable de consulter l'avis d'un professionnel de la santé qui pourra mieux vous conseiller. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce.
Les conseils du doc cette semaine, c'est une signature mature de notre docteur, le docteur Tsetop Cyril Thibault. Pour les hommes qui versent le reste des urines dans le pantalon après avoir uriné, ce n'est pas normal. Allez à l'hôpital faire l'échographie de la prostate car vous souffrez probablement d'une hypertrophie de la prostate. Alors, si vous avez constamment soif, même après avoir bu de l'eau, vous avez constamment faim et vous urinez fréquemment, faites-vous contrôler la glycémie parce que ceci sont les 3 P du diabète. Merci, Doctor. Thank you, ladies and gentlemen, for being tuned right up to this moment. While hoping that you learned one thing or two, we urge you to stay glued to the rest of the programs of the African television. There is a number right below your screens through which you can get to us. You could propose us various topics you think we could evoke on your program Health Update, but also medical doctors you think we can receive on our set, as well as various topics. Critics are also welcomed on our numbers, but also on our various social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube and X at Diana_Ngwang. Thank you for watching us right up to this moment. Stay glued to the rest of the programs of the African television Vision 4 because the best is yet to come. Good morning from Yaoundé.